Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR. Pas de match NBA hier, ça reprend ce soir avec les premiers matchs du play-in, mais par contre il y a eu beaucoup d'actualités parce qu'hier soir se tenait la draft WNBA 2025. Shai, pour l'instant, j'ai envie de dire, bien sûr, on va revenir un petit peu en détail. Sachez aussi que plus tard dans la journée, Shai vous prépare un podcast intégral dédié à la WNBA et à cette draft 2025. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de surprises au premier tour, en tout cas sur les premiers picks. J'ai l'impression que c'était un petit peu tout ce qui avait été annoncé en termes dans les dernières mock drafts. Je vais te laisser la parole, mais je commence quand même en annonçant qui était la première. Paige Bueckers, ça faisait plusieurs saisons même qu'on s'attendait à ce qu'elle termine numéro 1. Mais la belle non-surprise aussi, parce que là aussi, depuis plusieurs semaines, c'était annoncé comme ça, c'est que la numéro 2 de la draft est française et c'est Dominique Malonga. Exactement, on peut commencer par Dominique Malonga. Alors, pour moi, ça reste une semi-surprise, je vais expliquer pourquoi. Pas sur le potentiel, pas sur le talent. Enfin, c'est évidemment une des meilleures joueuses de cette draft et une des meilleures joueuses même internationales à cet âge-là. C'était par rapport au fit avec l'équipe, parce que là, donc, elle va débuter sa carrière professionnelle au Seattle Storm, institution WNBA, équipe qui va encore essayer d'être ambitieuse l'année prochaine. Je m'attendais plus à la voir dans une équipe où il y aurait un peu plus besoin d'elle, ou le temps de la développer. Et il y avait plein d'équipes après le Storm dans ce premier tour qui me semblait tout indiquer, Washington notamment, qui avait 3 picks au premier tour. Et je supposais à tort que Seattle prendrait une joueuse soit plus expérimentée ou avec un profil différent, notamment une arrière ou une ailière, alors que Dominique Malonga est une intérieure. Dans tous les cas, c'est une super nouvelle pour elle. C'est parce qu'elle débarque dans une franchise historique. Elle débarque dans une franchise qui va jouer quelque chose. Est-ce qu'elle aura du temps de jeu là-bas? C'est une autre question. On développera sans doute cet après-midi, mais ça va être un des trucs à suivre. Mais elle devient, mine de rien, la joueuse française draftée le plus haut de l'histoire. Il y avait Isabelle Fijalkowski, légende du basket français en 97, mais c'était une draft, alors pas d'expansion, mais ce qui s'appelait à l'époque une draft élite, avec des joueuses qui étaient déjà professionnelles et qui arrivaient soit de l'étranger, soit d'autres ligues américaines. Donc, mais sinon, avant elle, il n'y avait jamais eu une joueuse française draftée aussi haut, et ça montre tout le potentiel qu'elle a. Et elle va retrouver Gabby Williams qui jouera avec le Storm encore cette saison. Donc ça c'est super. Ça reste une toute petite surprise pour moi, parce que dans mes projections, dans mes mock drafts un peu perso, je la mettais plutôt 3e ou 4e. Mais c'est vrai que longtemps, tout au long de la saison, du moins une bonne partie de la saison, c'était Olivia Miles qui était annoncée Ouais. souvent en numéro 2 de draft, joueuse donc, qui jouait à Notre-Dame et qui finalement a décidé de rester en NCAA une année de plus et de changer d'université, de passer par le portail des transferts. Je pense que c'est ce qui a ouvert la porte pour Dominique Malonga et Seattle qui a fait le choix du talent, en fait, comme souvent finalement, même en NBA, où si tu peux drafter dans les 3 premiers... Si t'as un des 3 premiers picks, tu drafts sur le talent en disant bah de toute façon pour le fit on se débrouillera plus tard, soit on adaptera notre effectif, soit de toute façon on aura drafté un tel talent que ça nous permettra de partir dans des échanges si besoin. T'as raison, ce qui est intéressant pour Dominique, c'est le côté un peu historique, c'est que même en suivant ceux qui suivent la WNBA de loin, bah, on sait que le Storm c'est une franchise qui a une forte histoire, et puis c'est plutôt cool qu'elle se retrouve avec Gabby Williams, une autre française qui pourra lui expliquer un petit peu bah, les ficelles de comment ça fonctionne en WNBA, lui montrer la ville. Je pense que c'est plutôt confortable peut-être pour Dominique. Ouais, et puis il y a d'autres joueuses, alors à son poste malheureusement, mais qui sont très expérimentées et lesquelles elle va apprendre énormément. Enfin, Nneka Ogwumike, c'est génial. Lizzie McBegor, qui est pas âgée, mais qui est aussi une joueuse déjà très référencée. Ça c'est super. Après voilà, c'est vraiment juste sur le temps de jeu. Je sais pas quelles seront ses opportunités. Et d'un point de vue strictement personnel, j'aurais bien aimé la voir du coup à Washington ou à Golden State et sa nouvelle franchise. Vu que son intention c'est d'aller en WNBA tout de suite, j'aimerais bien la voir sur un temps de jeu important, ce qui me semble pas devoir être le cas à Seattle. C'est pas très grave. Elle peut aussi apprendre en jouant moins. Et elle était hyper enthousiaste là, mais du coup j'ai suivi les interviews, je participais aux interviews cette nuit aux confs de presse. C'est franchement, en dehors de tout côté chauvin, c'est celle qui a fait la meilleure impression, je trouve, parce que elle est hyper enthousiaste, hyper détendue. En même temps, il y a de l'ambition. Franchement, c'était un régal. Elle s'est baladée. Elle a un anglais très très Elle bon, parle très comme bien anglais, ouais. t'as vu, bah ouais, comme tous les jeunes français maintenant qui arrivent. On a vu avec Victor, on a vu que Zachary Rizaché aussi. Et elle est vraiment dans ce moule-là. Elle a tout de suite d'ailleurs mis en avant le basket français, la qualité de la formation. Elle a passé 3 minutes avant la moindre question à remercier tous ses formateurs un par un, ses coachs récents. Enfin, voilà, et à dire que le basket français était selon elle à un niveau
qui avait jamais encore été atteint et que c'était vraiment pas fini et que les filles allaient contribuer à ça. Et on va en voir, je pense, de plus en plus. Tout le monde n'a pas le profil de Dominique Malonga, quasiment 2 mètres, capable de prouesse athlétique, et entre autres. Faut pas la résumer à ça d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec elle. Mais ouais, j'ai aucune inquiétude pour elle. Simplement, je suis curieux de voir comment ça va se développer l'année prochaine. Ouais, alors on est passé directement au numéro 2 draft, effectivement. Ouais. Là, c'était non surprise totale. Paige Bakers choisi en premier par les Dallas Wings, qui avaient déjà lancé une campagne, pas une campagne, mais il y avait un peu de la promo avant même la draft, avec des jeux de mots assez bien sentis. Donc on savait qu'elle allait partir à Dallas. Déjà, peut-être que tu pourrais présenter un petit peu Paige Bakers, parce que finalement, on en a parlé dans des CQFR au long de la saison. Toi, tu en as parlé dans certains podcasts plus axés basket féminin. Mais pour les gens qui connaissent pas du tout, qui ont entendu peut-être le nom, qui ont commencé à s'intéresser d'un peu plus près à la WNBA avec Caitlin Clark, est-ce que tu peux tout d'abord présenter un peu quel type de joueuse c'est, quelle est sa palette, et l'autre chose, peut-être donner un petit peu ton avis sur Dallas, qui a beaucoup bougé pendant cette intersaison, et qui va être intéressant dès cette saison, à la fois collectivement, et Paige les pronostics laissent déjà entendre qu'elle pourrait concourir pour une place au All-Star Game dès sa saison rookie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça, Shai? Ouais, c'est pas facile pour moi d'être mesuré et modéré avec Paige Bakers parce que elle fait partie de cette classe de lycéennes de l'époque en 2020 où il y avait toutes celles qu'on voit aujourd'hui, qu'on a vues en WNBA, Caitlin Clark, Angel Reese, Cameron Brink. Il y en a d'autres encore là qui arrivent aussi en WNBA cette année. Mais pour moi, en fait, c'est un peu l'élu, tu vois. C'est peut-être abusé et peut-être qu'elle n'arrivera pas à être cette numéro 1. Mais pour moi, elle a vocation à être la meilleure joueuse du monde en fait. À moyen terme, pas tout de suite évidemment. On va pas. J'ai pas arrêté de demander à ce qu'on ne mette pas trop de pression à Caitlin Clark, qui était déjà phénoménale avant d'arriver, mais qui, selon moi, avait besoin d'être un peu tranquille médiatiquement et tout ça. Elle a parfaitement réussi sa première saison, hein, malgré toute la pression. Paige Bakers, pour moi, c'est encore plus complet et théoriquement plus fort que Caitlin Clark. En fait, c'est ça c'est là où je place la barre. Donc c'est beaucoup de pression, mais alors je dis pas qu'elle a un style aussi flashy et spectaculaire que Caitlin Clark qui révolutionne un peu le jeu avec ses tirs hyper lointains et tout, mais elle est plus complète pour moi. Elle est plus forte défensivement, plus efficace en termes d'adresse, extrêmement à droite, tempérament de leader. Elle est très très altruiste en même temps. C'est la joueuse la plus productive et prolifique du pays, quasiment chaque saison qu'elle a faite à l'université. Puis bref, franchement, c'était assez émouvant de l'avoir draftée cette année parce qu'elle avait repoussé son entrée en WNBA pour gagner un titre avec UConn, pour être un peu dans l'histoire de cette franchise, de cette université comme d'autres avant elle. Et là, l'avoir arrivé enfin, franchement, c'était un beau moment. Et pour la présenter, vous la verrez en action. De toute façon, en plus de tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qu'elle sait pas faire. En fait, c'est ça qui. Et c'est pas pour rabaisser les autres joueuses. Je trouve ça fantastique qu'il y ait une ligue bientôt avec et Caitlin Clark, et Paige Bakers, et Angel Reese, et toutes celles qui arrivent encore. Mais pour moi, c'est un peu, voilà, je la présente un peu comme l'élu. C'est beaucoup de pression, mais c'est comme ça que je la vois. Et à Dallas, c'est pas la franchise où je rêvais de la voir arriver, je vais pas te mentir. C'est pas une franchise qui a été très très fonctionnelle, à mon sens, ces dernières années. Mais il y a une joueuse fantastique déjà en place, Arike Ogunbowale, sur le poste arrière. Ça va faire un bas court assez fou entre un pétard ambulant offensif, Ogunbowale qui a plusieurs fois été meilleure marqueuse de la saison, et Paige Bakers qui va apporter un peu d'équilibre. C'est une équipe qui a perdu Satou Sabali, qui est parti à Phoenix. Enfin, voilà, c'est une équipe qui va pas tout de suite jouer le titre, hein, mais qui va réussir, je pense, rapidement à se développer derrière Paige Bakers, qui est le phénomène que j'ai décrit à l'instant. On a parlé de Paige Bakers, on a parlé de Dominique Malonga, mais Dominique n'était pas la seule Française draftée. Il y a eu une joueuse qui a été draftée tout au bout de la draft, dernier choix du 3e tour, si je ne me trompe pas. C'est Adja Khan, qui rejoint les New York Liberty. Est-ce que tu peux présenter un petit peu Adja, et est-ce que tu penses que c'est un projet à court terme, si elle va rester en draft and stage? Comment est-ce que tu vois ça? Alors, c'est une joueuse de Landerneau, une poste 4, très talentueuse, mais c'est déjà quand on arrive au 2e tour en WNBA, on sait qu'il y a une forte possibilité qu'on voit jamais la couleur d'un roster, qu'on va se contenter d'un training camp, à quelques exceptions près. Donc elle est dans les petits papiers du Liberty, mais c'est la franchise avec le plus de stars, l'effectif quasiment le plus complet. Donc
J'ai du mal, malheureusement pour elle, à la voir arriver en WNBA prochainement. Par contre, elle a été draftée, l'équipe a ses droits. Donc il suffit qu'au fil des ans, elle se développe et que l'équipe se dise que c'est pertinent de la faire venir. Et à ce moment-là, elle viendra. Là, elle joue à Landerneau en LFB. Je pense pas qu'on la voit rapidement. Peut-être qu'elle participera à des training camps comme d'autres joueuses avant elle, et ce sera bien. C'est une bonne prise de contact, une bonne expérience. Je veux dire, tu t'entraînes plusieurs jours avec des joueuses aussi fortes et référencées que ça. Il y a des joueuses françaises qui sont un peu passées par ce chemin-là. Je sais plus à quelle place avait été prise Kadidiatou Sissoko, mais finalement, elle avait quand même joué avec Phoenix en WNBA après avoir été prise assez loin. Là, je pense malheureusement que c'est pas, elle n'est pas vouée à jouer dans un futur proche en WNBA. Ok, allez, j'ai une dernière question pour toi, encore une fois, hein, dans le podcast de cet après-midi, vous pouvez Ouais. rentrer plus en détail dans cette draft WNBA. C'est une de mes joueuses chouchou, alors je suis pas un expert de NCAW, mais j'ai suivi quand même un petit peu cette année, notamment le parcours de UConn, et c'est la meneuse Caitlin Chen qui a été draftée en 5e position au 3e tour par les Ouais. Valkyries, équipe dont tu parlais. Est-ce que tu penses que j'aurai une chance de pouvoir la voir jouer avec les Valkyries, ou est-ce qu'il faudra que je suive le reste de sa carrière autre part, parce que c'est une joueuse dont j'ai beaucoup aimé le profil. Ouais, bah alors, c'est une très bonne joueuse, hein, mais je pense que si elle n'avait pas été transférée à UConn cette année, si elle n'avait pas joué dans une équipe pour le titre, je pense qu'individuellement, elle n'aurait pas été draftée. Par contre, oui, c'est une bonne joueuse et elle peut un peu suivre un peu la trajectoire de Kate Martin, qui était la coéquipière de Caitlin Clark. Tout le monde s'est aperçu qu'elle savait bien jouer au basket et elle a du coup emprunté la voie WNBA comme ça et elle s'est fait une place. Sinon, je pense que ce sera compliqué. Par contre, vu qu'elle est au Valkyrie, qui est une franchise qui repart de zéro, où il n'y a aucune certitude, aucune star, rien du tout, pourquoi pas ouais, jouer rapidement, mais non, ça me semble compliqué de lui imaginer un avenir solide en WNBA. C'est ça le problème, c'est que c'est une ligue tellement relevée, il y a tellement peu de place, même avec une franchise d'expansion. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc pourquoi pas, hein, mais par contre, je comprends, c'est une joueuse très très sympa qui a contribué vraiment au titre de UConn après avoir été transférée là. Ok, bon, bah écoute, je vais suivre. Je me dis peut-être au Valkyrie, quand même, de ce que j'ai vu le Ouais, nombre de joueuses européennes et étrangères et le fait qu'il va y avoir un Eurobasket qui va se jouer cet été, qui devrait coïncider avec la saison, peut-être qu'elle aura une chance de craquer le ouais, roster à ce moment-là. Non, ça, mais même pas. les Valkyries, bah, si peut-être, mais parce que là les Valkyries, par exemple, on va peut-être un petit mot rapidement sur leur premier pick, ou leur pick numéro 5, qui est une joueuse de Lasvel, hein, Juste Yosite, c'est une Lituanienne. Je sais pas si tu avais entendu parler d'elle à l'époque, c'est celle qui avait signé pro à 13 ans à Lasvel. Oui. Et bon, ça avait un peu fait scandale parce que c'était assez fou, elle était pas prête physiquement et tout ça, mais bah, elle a joué petit à petit. Là, aujourd'hui, elle est avec les pros. Bon, son plafond, après, peut prêter à discussion, mais c'est une joueuse dont on n'est pas sûr du tout qu'elle va venir cette année en WNBA. Je veux dire, elle commence à peine vraiment seulement à s'imposer chez les pros. Donc ça, j'ai un peu de doute. Et elles ont pris un peu des joueuses comme ça ici et là, avec plein de nationalités différentes. C'est un peu l'équipe Benetton, quoi. Ça va être très, très, très varié. Donc il y a des joueuses comme ça qui peuvent parfaitement, comme Caitlin Chen, qui peuvent avoir leur mot à dire, je pense. Bon, bah écoute, à suivre, j'écouterai avec attention le podcast que tu nous prépares cet après-midi pour en apprendre plus. Je te propose qu'on bascule du côté de la NBA parce que ça a bougé aussi cette nuit. Alors, Ouais. plutôt du côté des front office, il y a eu plusieurs renvois. On va commencer, je te propose, par les Suns. Donc, Phoenix, je vous donne un petit peu le contexte quand même. La plus grosse masse salariale de la saison. L'équipe qui paye le plus cher en luxury tax sur la saison, qui a donc terminé 11e de la conférence Ouest avec un bilan de 36 victoires pour 46 défaites, qui vient d'annoncer le renvoi de son coach, Mike Budenholzer, un an seulement après avoir été nommé coach de cette franchise. Pour rappel, il avait signé un contrat de 5 ans et 50 millions de dollars, donc jusqu'à la fin de la saison 2028-2029, Phoenix va lui verser 10 millions de dollars par an. Dernière chose, depuis que la franchise a été rachetée, il y a 3 ans par Matt Ishbia, il y a eu un nouveau coach chaque année, Monty Williams, puis Frank Vogel. ah, Frank Vogel. Frank Vogel, merci, Mike Budenholzer. Là, on ne sait pas dans quelle direction ça part, sachant que le GM James Jones arrive aussi en fin de contrat au mois de juillet. Est-ce que tu as été surpris du renvoi de Mike Budenholzer? Comment est-ce que tu as appris la nouvelle 3 ans après avoir été champion NBA? 4 ans après avoir été champion NBA, pardon. Ouais, c'est pas n'importe qui, Mike Budenholzer. C'est ça qui est, c'est-à-dire que c'est un mec qui a été 2 fois coach de l'année avec 2 franchises différentes, qui a été champion il y a pas si longtemps. Non, j'ai pas été surpris du tout, pas une seconde. Et même,
si on réécoute des CQFR en cours de saison, on sentait que ça sentait le roussi parce que je trouve que, surtout pour un coach de cette envergure-là, il a jamais réussi à avoir vraiment de prise sur l'effectif. On n'a pas vraiment vu sa patte. Il n'a pas réussi à faire fonctionner le trio quand le trio était apte à jouer, hein, KD, Booker et Bradley Beal. Alors non, c'est un timing qui est un peu plus logique que ce qu'on a vu récemment avec des coachs virés avant même la fin de la saison et pour des équipes qui sont en playoff. Là, c'est assez logique. Ils n'ont pas attendu très très longtemps, hein. Le lendemain du dernier match, directement renvoyé, c'était attendu parce que quel que soit le chemin que prendront les Suns pendant l'intersaison, c'est-à-dire soit repartir totalement de zéro en essayant de trader KD, peut-être même Booker, en faisant un buyout historique à Bradley Beal, je pense qu'il n'y a rien qui allait dans le sens d'une équipe coachée par Budenholzer, c'est-à-dire il ne va pas être là pour une franchise de reconstruction. Il a eu des candidats au titre toutes ces dernières années. Et s'ils arrivent à garder un semblant d'ossature, ne serait-ce que Booker et KD par exemple, je trouve que ça passait pas plus que ça en fait. On en a fait peut-être un peu beaucoup des interactions qu'ils avaient sur le banc, des espèces de prises de bec, etc. Mais c'était évident qu'il n'y avait pas d'alchimie, pas vraiment de connivence entre eux. Donc ça me semble logique. Par contre, là, ça devient assez fou. Tous les ans, il y a un coach qui a signé 4-5 ans et qui, au bout d'un an, est renvoyé et puis il va toucher 10 millions tous les ans pour se la couler douce. Alors, c'est bien moi je trouve que ça bien. Par exemple, Détroit a reconnu son erreur avec Monty Williams et a tout de suite passé à autre chose et ça a payé dans tous les sens parce qu'ils doivent continuer d'arroser Monty Williams et peut-être que Phoenix aura bien fait de couper court à l'expérience Budenholzer en trouvant un nouveau coach, mais ils vont vraiment raquer jusqu'au bout et on peut pas s'empêcher de repenser à Matisse Bia qui dit l'année dernière il y a je sais plus 26 des 30 équipes qui veulent notre situation, en gros notre roster, notre coach, et ils en sont là aujourd'hui en train d'essayer probablement très bientôt de solder les 3/4 de l'effectif et de trouver un coach. Et quel coach? Parce que tu vois, c'est pareil, il y a des très bons coachs qui sont sur le marché. On l'a dit, on en a parlé hier quand Billups a prolongé. On a dit c'est un petit peu tôt peut-être de l'avoir prolongé alors qu'il y a des mecs comme Michael Malone et Taylor Jenkins qui sont sur le marché. Mais ces deux types-là, je suis pas sûr que par exemple ils auraient envie de coacher les Suns sans savoir ce que va être le projet. C'est des coachs qui sont ambitieux. Je ne sais pas quel profil va arriver à Phoenix. Je sais, c'est un grand mystère. C'est pas la position la plus enviable, même celle de GM. Si James Jones est laissé libre en fin de contrat, c'est pas simple. En fait, d'une certaine manière, de toute façon, on l'avait dit depuis plusieurs mois maintenant, Phoenix c'est dos au mur. S'ils veulent aller chercher un grand nom, ils vont être obligés de payer de plus en plus, que ça soit en donnant des salaires de plus en plus importants, soit en donnant de plus en plus de garanties, soit en donnant de plus en plus de pouvoir aux coachs s'ils veulent attacher un grand nom à leur franchise. Moi, ce que je vois, et on en avait déjà parlé dès l'été dernier, je pense, c'est que Phoenix va pas avoir d'autre choix que de passer par un rebuild. Et ça va être compliqué, ça va être long, ça va être douloureux. Il y a pas en fait, il y a non, j'allais dire, il n'y a pas de raccourci en NBA, il n'y a pas de raccourci. Il y en a pas si tu t'appelles pas les Lakers. Les Lakers, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et voilà, Matisse Bia en fait l'apprentissage douloureux. C'est assez fou, assez dramatique. Cette saison, je regardais un petit peu, donc Phoenix, le problème principal de Phoenix, quand même, l'an dernier pointé du doigt, entre autres, l'un des problèmes principaux, c'était sa défense. Cette année, au defensive rating, Phoenix qui termine 27e. On en a parlé à plusieurs reprises dans des podcasts des CQFR. Moi, j'avais jamais vu un effectif aussi clinquant, avoir l'air aussi désintéressé par le fait de jouer au basket ensemble. Franchement, c'était limite honteux quand même, cette fin de saison de Phoenix. Je sais pas si tu as regardé beaucoup de leurs matchs ou beaucoup de bouts, mais tu te dis, mais ouais, rien ne va. Je sais pas. Devin Booker continue de clamer qu'il veut rester à Phoenix. Je sais pas quel est le fond de vérité à voir là-dedans. Je sais pas quel est le chemin de la reconstruction pour les Suns, mais ça va être très compliqué effectivement. Je pense que KD même avait l'air dans. Je sais pas si tu as vu cette interaction avec un fan sur les réseaux hier où
un Non, fan lui avait envoyé un message en disant ouais, respectueusement, KD, on te kiffe, mais de toute façon, ça marche pas. Je pense que le seul moyen, ça va être que tu partes parce que tu es la plus belle monnaie d'échange qu'on va pouvoir proposer. Et donc, il y avait le respectfully. Et, et KD a juste répondu respectfully avec l'emoji, quand on se serre la main, là. Donc, genre, on est d'accord. Donc, effectivement, je pense pas que Kevin Durant portera un maillot des Phoenix Suns à la rentrée prochaine. Mais je pense pas non plus que ça suffira à repropulser cette équipe des Suns vers son objectif annoncé qui était de gagner un titre à court terme. Ça s'annonce encore très loin. Ouais. Autre franchise qui a bougé hier, ce sont les New Orleans Pelicans qui se sont séparés de leur GM Griffin. Adrian, c'est l'ancien. David Griffin. Je suis pas bon sur les prénoms, je suis catastrophique. Faites revenir Antoine Pimel d'urgence. David Griffin, Adrian Griffin, c'était le coach qui a commencé la saison avec les Bucks avant de se faire remercier, bien entendu. Là aussi, constat d'échec quand même. Alors je sais pas. Ah ouais. Bien sûr, David Griffin a contribué à construire cette équipe dysfonctionnelle des Pelicans avec des joueurs blessés à répétition, des trades qui n'ont jamais vraiment marché. De ce qu'on a cru comprendre, Willie Green, le coach, devrait rester en place. Moi, à titre personnel, c'est un entraîneur que j'apprécie, qui a tenté des choses. Mais franchement, c'est un stade des Pelicans où c'est pareil. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a encore du sens à essayer de poursuivre. En fait, j'ai l'impression que ça marche pas, qu'il y a des tonnes de raisons pour lesquelles ça fonctionne pas, et je me demande dans quelle mesure faut pas essayer de repartir de zéro. Le terme est trop fort parce qu'en fait c'est une équipe qui a beaucoup d'assets, qui a des joueurs de talent, qui a des choix de draft, mais j'ai l'impression que il faut repartir, il faut limite reconstruire, comme si tu étais une équipe en reconstruction, sauf que tu as peut-être gagné du temps parce que justement tu as des assets qui vont pouvoir te permettre d'aller un peu plus vite. Ça fait deux étés de suite que Griffin est sur un siège éjectable. Il y a des news dans ce sens. Et bon, il a réussi à repousser un peu l'échéance. Je suis d'accord avec toi, c'est un mix de. Il y a de la malchance un peu quand même. Alors Antoine n'aime pas quand on dit qu'il y a de la malchance quand il y a les blessures et tout ça, mais bon, il y a un peu de poisse quand même. Hein. Ils ont enchaîné des galères pas possibles, des joueurs avec lesquels ça n'a pas fonctionné. Mais force est de constater que Griffin, quand il est arrivé, donc c'est quand même un type qui avait connu le succès avec Cleveland. Hein, il a contribué grandement au titre quand LeBron est revenu. Quand il est arrivé, il a reçu entre les mains, plus ou moins, hein, le first pick de la draft qu'elle est arrivée et Anthony Davis comme trade asset. Et malgré ça, sur toutes ces années, il y a 0 victoire dans une série de playoffs. C'est insuffisant, en fait. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Il a tenté des choses pour... ça, c'est tout à son honneur. Il a essayé de bouger un peu les lignes, de faire venir d'autres joueurs, de trader, mais c'est pas suffisant. Au final, est-ce que tout n'est pas... tellement dépendant de la santé de Zion Williamson. Est-ce que si Zion est là tout le temps ou la majeure partie du temps, peut-être que l'équipe n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est du what if à ce stade-là et il fallait qu'il y ait un changement. Willie Green, ça peut être intéressant si l'équipe repart un peu de zéro avec beaucoup de trades. Sinon, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose qui récupère les 3/4 de l'effectif actuel. Je suis pas sûr que ce soit bien. Par contre, c'est un mec que j'aime bien et je pense qu'il a des qualités et que c'est pas les mauvais résultats et les mauvaises saisons sont pas vraiment de son fait. Mais bon, c'est aussi comme ça que ça se passe. En général, les coachs sont quand même les premiers dominos à tomber. Là, c'est le... Alors, il était pas GM, il était président des opérations basket, Griffin. Oui, Griffin, ouais, mais je sais pas ce qu'il doit faire, en fait. C'est une autre franchise comme ça où tu te dis un seul move suffit pas à changer les choses. Est-ce que tu peux garantir une santé de fer à Zion Williamson? Non. Ça serait le seul truc pour moi qui changerait les choses. Mais en même temps, est-ce que tu tires un trait sur Zion et tu le trades? Enfin, c'est un casse-tête pas possible aussi. Hein. La personne qui va reprendre va devoir faire des choix peut-être pas très populaires et assez forts pour peut-être encore repartir de zéro. Mais tu as raison, c'est ces questions de fond qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on imagine pouvoir faire? Dans quelle timeline? C'est vraiment sur ces questions-là par ces questions-là que ça commence. Parce que, on l'avait déjà dit une fois, je crois que... Moi, je serais, à ce stade, honnêtement, je ne serais pas surpris du tout que Zion Williamson commence la saison prochaine sous un autre maillot parce qu'il reste effectivement le point central et finalement, il reste l'élément qui te fait peut-être te tromper sur ce que tu peux faire avec cette équipe, à te dire ouais, il suffit que Zion revienne et on va pouvoir jouer les outsiders dans la conférence Ouest, mais au bout du compte, s'il ne revient jamais, est-ce que ça a du sens de continuer
C'est vrai qu'il y a un aspect malchance parce que finalement, à ce stade, tu peux pas dire que c'est de la malchance si Zion se blesse. Tu sais qu'il va être blessé en fait. C'est comme d'autres joueurs, tu sais qu'ils sont fragiles, tu sais que tu peux pas compter sur eux pour tenir toute la saison. Tu peux juste espérer qu'ils seront là sur les moments importants de ta saison. Par contre, autour, sur le reste de l'effectif, Dejounte Murray qui se fait le tendon d'Achille après avoir débarqué dans un trade. Trey Murphy, pardon, qui commence la saison, qui se blesse dès la reprise et qui manque tout le début de saison. Il y a eu un enchaînement de blessures du côté des Pelicans qui est assez terrifiant. Je pense aussi que l'excellente saison de Dyson Daniels, finalement, tu te dis, est-ce que ce trade, il a été favorable aux Pelicans? Je pense pas, hein, moi. Enfin, et pour le coup, Daniels, voilà, je pense que on en avait déjà parlé, mais son potentiel, il était vraiment visible. Je suis pas surpris de la saison de Dyson Daniels. Après, le problème, c'est que Dejounte Murray se blesse. Une des blessures qui est peut-être les plus compliquées, en fait, aujourd'hui, où finalement, les mecs qui se font les croisés reviennent relativement vite et retrouvent l'essentiel de leurs moyens. Dejounte Murray, tendon d'Achille, c'est quand même long comme blessure. C'est-à-dire que tu sais que l'an prochain, tu pourras pas compter sur lui. Peut-être qu'il arrivera en fin de saison, en cours de saison. Je pense que c'est le meilleur moment peut-être pour vraiment pas faire table rase encore une fois parce qu'il y a suffisamment d'assets pour que tu sois pas obligé de passer par la case draft et la case tanking. Mais je pense que Des Zion, ouais, c'est peut-être le moment. Ça marche pas en fait, ça marche pas et je pense pas qu'il y aura un coup de baguette magique qui fera que ça fonctionnera du jour au lendemain. Et visiblement, il a quand même du mal. Alors, en plus, moi, je fais partie de ceux qui rêvent de voir Zion en pleine forme et être enfin à son potentiel. Mais il a quand même... Enfin là, on va pas faire les tabloïds, mais à chaque fois, on tombe sur des trucs où, sur le plan extra-sportif, c'est quand même assez dissolu, tout ça, et pas que sur l'hygiène alimentaire. Il se disperse un peu, et dès qu'il est un peu blessé, il se disperse encore plus. Il revient un moment, on se dit, ah, ça y est, il est en très bonne forme physique. Puis après, dans les tabloïds, il y a des trucs sur des triangles amoureux, sur des machins, des galères pas possibles. Peut-être qu'il a besoin d'un changement de décor et de se concentrer, de réussir à se concentrer exclusivement sur le basket pendant un temps. Est-ce que ça fonctionnera? Je sais pas, mais c'est peut-être le moment où les Pelicans vont devoir prendre la décision difficile de passer à autre chose. Ouais, bon, à suivre. Écoute, avant qu'on referme ce CQFR, je voulais te donner quand même une stat sur un de tes chouchous, Moussa Diabaté, qui est rentré dans l'histoire, en fait, tout simplement parce que c'est le premier joueur de l'histoire à avoir commencé une saison avec un contrat de two-way player, donc un contrat pas totalement garanti, et à finir en étant le joueur qui a disputé le plus de matchs pour sa franchise avec les Charlotte Hornets cette année. Donc, belle performance de Moussa Diabaté, dont on espère qu'on pourra saluer les performances encore tout au long de la saison prochaine. Ah, bah, il me régale à chaque fois. Hein. C'est un peu dépité qui joue aux Hornets, mais bon, chaque opportunité est bonne à prendre. Hein. Tu vas pas te dire, c'est déjà un privilège de pouvoir jouer en NBA, mais je pense vraiment, et j'ai dit 77 000 fois, et vous devez en avoir marre à chaque fois qu'Antoine fait le point Moussa Diabaté sur les stats. Je pense qu'il a sa place dans plein d'équipes bien plus fonctionnelles que les Hornets, et également dans le roster de l'équipe de France, mais ça on verra plus tard. Mais ouais, je connaissais pas la stat, elle est marrante. Moi, je trouve que c'est un mec fiable et qui a vraiment aussi le profil aussi moderne pour jouer en NBA. Donc, super, bravo à lui. Et j'espère aussi le voir l'année prochaine. Pas forcément à Charlotte, mais en NBA. Très bien, on va refermer là-dessus ce CQFR. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc il y aura un podcast spécial draft WNBA dans la journée. Ce soir, vous pourrez aussi retrouver sur Twitch la Late Session avec Shai et avec Antoine. Et puis nous, on se retrouve dès demain, puisqu'il y aura des matchs à débriefer demain. Les premiers matchs du play-in qui se jouent ce soir, on pourra débriefer tout ça demain matin dans le CQFR avec un Antoine Pimel en pleine forme. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao.